d'origine ainsi que des inégalités territoriales, qui était une idée de nos étudiants, sur l'accès à l'éducation supérieure à travers un rapport, et ce qu'on appelle en anglais un policy brief, une note d'orientation. Ce sujet a par la suite donné lieu à du plaidoyer à travers une page web sur le site de l'Initiative pour le droit à l'éducation, les réseaux sociaux, ainsi que l'organisation de tables rondes avec un nombre important de parties prenantes dont les résultats ont été soumis à la conférence de l'UNESCO sur l'éducation supérieure qui s'ouvre dans quelques jours. Le projet a par ailleurs étendu son périmètre à la question de l'impact du Covid sur l'accès à l'éducation supérieure avec une page web incluant des témoignages recueillis par nos étudiants, ainsi que la publication d'un document cette année sur la privatisation et le financement de l'éducation supérieure en France. Vous allez bien évidemment entendre parler dans tout un programme. Donc, je suis, à titre personnel, personne très, très particulièrement fière, qui a été reconnue de notre côté par l'attribution du prix Anthony Minguené, décerné cette année par la Fondation Anthony Minguené. Je vais leur passer la parole dans un instant. Fondation qui nous est très chère et dont le fondateur lui-même, ancien boursier, avait été très touché par cette collaboration qui se poursuivra donc l'an prochain. Avant de passer la parole à M. Marc Minguené, qui va vous parler de cette fondation, je voudrais vraiment dire encore merci à l'Initiative pour le droit à l'éducation et surtout aussi merci et bravo à nos étudiants Hicham Twili Idrissi, Margaret Harris, Audrey Bergasoli, Awa Diallo. Sans plus attendre, je passe la parole à Marc Minguené. Merci beaucoup. Merci Jérémy. Alors, bonjour à toutes et à tous, mais cette parole est commune avec Daniel, qui, je l'ai déjà dit, est en réalité, je vais dire, la tête pensante de la Fondation. Alors, très brièvement, nous aimerions vous dire que nous sommes heureux, mon épouse et moi-même, d'être avec vous aujourd'hui pour cette première table ronde, organisée par la Right to Education Initiative, pardonnez mon accent, et par votre sympathique équipe du programme EDGE de la Clinique du droit. Nous vous remercions pour cette chaleureuse invitation. Très brièvement, je vais parler de la Fondation d'Anthony et du coup. La Fondation Anthony Minguené, vous le savez, a été créée en 2015. Elle est sous l'égide de la Fondation de France et poursuit les idées et actions de notre fils Anthony, qui était le responsable de la sécurité technique des systèmes d'information au sein de la direction du groupe Bouygues Construction à Challenger. Mais surtout, de par son comportement ouvert sur le monde et la société, son sens humain, il aspirait à participer à l'élaboration d'un monde plus humain et solidaire, dans lequel les valeurs éthiques et le mieux vivre ensemble prévalent. Vous le savez, nous l'avons déjà dit, il est décédé brutalement à l'âge de 40 ans en 2015 d'une hémorragie cérébrale à son domicile. Et c'est pourquoi la Fondation, qui est à vocation universelle et soutenue par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, a pour objet de promouvoir des prises de conscience éthiques dans l'enseignement supérieur, la recherche, l'entrepreneuriat et les institutions. La finalité étant que des responsables et dirigeants actuels et futurs soient sensibilisés, ainsi que toute personne désireuse de porter ces notions d'éthique pour améliorer le monde à venir. La Fondation s'est donc trouvée en totale harmonie avec l'école de droit de Sciences Po et particulièrement, je vais dire, qui est portée avec tant de force et de bienveillance par Jérémy Perelman et son équipe dirigeante. Ainsi, depuis 6 années, la Fondation a créé le prix Anthony Minguené, ce vient d'être dit, et au sein de la clinique qui partage les mêmes valeurs. L'éthique touchant tous les domaines de la société, ce prix récompense tous les ans des projets en relation avec diverses causes sociétales sur des problèmes sur lesquels il est nécessaire de mettre un éclairage. À titre d'exemple, très brièvement, les migrants et les dublinés, le bien-être animal, les problèmes de pollution dans la vallée de la Chimie et les besoins en eau potable et en sanitaire dans les villes pour les personnes défavorisées. Et enfin, cette année, les inégalités dans l'enseignement supérieur français. La Fondation, en ce sens, outre la réalisation de colloques, de conférences, de prix et de bourses, participe à plusieurs enseignements sur l'éthique dans de nombreuses universités. Car nous dirions que les idées éthiques ne sont rien si elles ne sont pas suivies d'action. C'est pourquoi le prix sert à la concrétisation des projets ainsi qu'à sensibiliser le plus possible les publics et les autorités
justement, par ces colloques et ces manifestes, les sensibiliser à ces sujets cruciaux et à susciter des projets de loi au plan national et européen. Aussi, sincèrement, nous sommes particulièrement heureux d'avoir récompensé votre excellent travail, mettant en évidence les disparités dans l'enseignement supérieur français, afin de continuer à œuvrer plus loin pour l'égalité de tous les étudiants et mettre aussi en évidence les dangers d'une éventuelle privatisation à venir. Nous dirions que vous êtes le monde de demain et votre enthousiasme et votre constance, puisque ce projet s'est porté depuis 4 ans, nous a acquis à cette belle cause de solidarité et d'humanité. L'enseignement est primordial pour un futur citoyen et tout étudiant doit pouvoir y accéder sans préjugés ni barrières financières. La société sera ce que nous aurons le courage de faire en responsabilité et en prévoyance. Et nous souhaitons à votre initiative un long chemin d'adhésion et de réussite. Merci à vous, étudiants, tuteurs et tutrices. Et je terminerai par la phrase d'Anthony Minguenet: l'humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l'autre. Merci pour votre attention et ce partage. Merci beaucoup pour votre participation et votre présence avec nous aujourd'hui. Je veux sans tarder passer la parole à Delphine Dorsey, directrice de Right to Education Initiative, initiative pour les droits à l'éducation, pour présenter l'organisation. Merci, Merci. C'est le petit bouton, la technologie des fois. Merci beaucoup, Juliana. Merci à vous tous pour votre présence. Les étudiants, évidemment, avec qui nous travaillons, comme l'a souligné Jérémy, depuis 4 ans sur ce projet, la clinique de Sciences Po et les représentants du ministère et des parlements qui sont avec nous aujourd'hui, sans compter les enseignants. J'aimerais juste dire un mot sur notre organisation. Donc, on est l'initiative pour le droit à l'éducation en français, mais c'est vrai qu'on est plus connu sous le nom de Right to Education Initiative. On est une organisation de droits de l'homme qui travaillons pour la promotion du droit à l'éducation, notamment à travers du partage d'informations, de la recherche, du plaidoyer, et tout un travail aussi de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation, y compris les détenteurs de droits. Et donc, ça a été vraiment une expérience très riche de travailler avec les étudiants qui sont un des premiers acteurs et détenteurs de ce droit. Et comme l'a souligné Jérémy en introduction, c'était intéressant que ce soit des étudiants de Sciences Po, une école prestigieuse qui, je pense, sur la question des inégalités dans l'enseignement supérieur. C'est un sujet qui, a priori, on aurait pu penser n'était pas une problématique en soi en France. Et en fait, le travail de suivi nous a montré qu'ici aussi, en France, où on pense que tout, a priori, va bien ou mieux qu'ailleurs, et j'ai la chance d'avoir bénéficié de ce système, on observe des difficultés et des vrais défis, notamment ont mis en évidence les étudiants sur les inégalités territoriales. Et c'est vrai que c'est un sujet qui avait très peu été abordé et qui globalement n'est pas beaucoup abordé, même globalement. C'était si intéressant qu'ils ont été invités à un colloque à Montpellier pour partager leurs recherches avec avec des chercheurs en éducation. Comme l'a souligné Jérémy, c'est un sujet qui va être partagé là dans le cadre de la conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur. Et on est très heureux et heureuse d'avoir pu compter aussi avec des étudiants de l'Université Paris-Saclay qui ont pu s'ajouter aux étudiants de Sciences Po sur ce projet-là. Il y a eu tout un partenariat avec des chercheurs, notamment de l'Université de Genève aussi, avec Thibault Loverier qui nous a aidé à travailler sur la question de la privatisation, Hugo Harari qui nous a aidé à travailler sur la question plus économique et du financement. Et ça, c'est aussi le rôle de notre organisation, de créer des ponts entre différents acteurs, entre les acteurs de terrain, les ONG de terrain, les étudiants, les chercheurs, les gens des universités,
et les décideurs politiques, excusez-moi, j'ai les mots qui me viennent en français des fois, les policy makers, mais les décideurs politiques. Et vraiment, je remercie vraiment aujourd'hui Karine Lebon en tant que députée de prendre le temps. On sait que vous avez un programme chargé, d'être là pour venir échanger dans cette table ronde avec les étudiants sur un sujet qui nous mobilise tous. On a la chance d'avoir aussi Anne-Sophie Barthès du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est vraiment une chance de pouvoir vous compter aujourd'hui et je tiens vraiment à vous remercier parce que je sais les emplois du temps chargés que vous avez et pouvoir échanger avec ceux qui prennent des décisions et qui créent le monde de demain pour ces étudiants-là, c'était primordial. Merci aussi à Christine Musselin d'être avec nous pour continuer à pousser encore plus la recherche et les réflexions sur cette question-là, parce qu'évidemment, c'est des étudiants qui ont mené quelques recherches avec l'appui de certains chercheurs, mais on sait que ces questions-là, c'est en les poussant plus loin avec des chercheurs qui vont mener des recherches approfondies, qui vont aider à faire avancer le plaidoyer et aussi à soutenir les États dans leur rôle politique pour faire avancer le droit à l'éducation. Et pour dire que pour nous, le suivi du droit à l'éducation et donc de voir comment le droit à l'éducation est mis en œuvre, c'est un des outils capitaux du droit à l'éducation et des droits de l'homme en général. Le seul moyen de faire en sorte que tous les droits de l'homme soient réalisés, et notamment le droit à l'éducation, c'est de faire un état régulièrement de où on en est et quels sont les défis. Et les défis changent en permanence. Là, on a eu la question du Covid, ça a soulevé d'autres questions pour l'enseignement supérieur, l'enseignement à distance et le suivi. Ça sert, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, pour interroger justement les pouvoirs politiques, mais c'est un outil aussi essentiel pour les pouvoirs politiques, pour les chercheurs, évidemment, pour faire état de où on en est. Et juste pour vous signaler que sur la base de tout le travail qui a été fait avec la clinique depuis 4 ans, on va publier là, dans les prochaines semaines un guide de suivi sur l'accès et la participation dans l'enseignement supérieur qui permettra de mettre en lumière la question des inégalités, du financement, de la privatisation et qui sera lancé la semaine prochaine, notamment dans le cadre de la conférence de l'UNESCO. Donc, c'est le résultat de 4 ans de travail. Comme l'a dit Jérémy, il y a les étudiants qui sont là aujourd'hui, mais il y a tous les étudiants qui ont travaillé depuis 4 ans. Pour nous, à l'Initiative pour le droit à l'éducation, ça a été une expérience très riche. On aime travailler avec les étudiants, on aime apprendre avec eux et on aime leur transmettre ce qu'on sait du droit à l'éducation parce que eux aussi sont les acteurs de demain. Vous êtes les acteurs de demain, je m'adresse à vous directement et peut-être que vous aurez un jour des positions où vous aussi, vous aurez peut-être à résoudre ces questions-là et en tout cas à continuer à porter l'importance de ce droit et sa réalisation à différents niveaux. Donc, vraiment, merci à tous d'être là. Merci à la Fondation d'être là. On sait que grâce à vous, on va pouvoir continuer un petit peu l'année prochaine, notamment pour amener les étudiants à l'ONU. La France va être vue par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Et c'est le résultat de 4 ans de travail qu'on va apporter devant les Nations Unies et on espère associer les étudiants sur place. On va voir où nous amène la pandémie, mais en tout cas, en ligne, ça sera sûr, pour qu'aussi ils apprennent tous ces mécanismes des droits de l'homme à travers ce projet et à continuer le travail de plaidoyer l'année prochaine grâce à votre appui. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir valorisé le travail de ces étudiants pendant 4 ans. Merci beaucoup à vous tous et je nous souhaite de riches échanges. On sait que c'est un sujet qui n'est pas toujours évident et qui soulève des questions. Donc, très ravie de compter toutes ces personnes autour de la table aujourd'hui. Je vois qu'il y a des partenaires de la société civile qui sont là, d'autres chercheurs avec qui on travaille, notamment dans le réseau francophone sur les questions de privatisation de l'éducation. Donc, merci à tous d'être là. Et je te repasse la parole, Juliana. Merci Delphine. Donc, j'invite donc Margaret Harris, Audrey Bergasoli, Awa Diallo, Hicham Twili Idrissi, Claire Calvel et Victor à présenter donc leurs recherches, à nous faire une brève présentation de résultats les plus importants de ces plusieurs années de recherche.
Merci beaucoup. Merci à tous donc de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette table ronde. Nous sommes vraiment ravis d'échanger avec vous tous et vous toutes et d'avoir la chance de discuter des résultats de notre recherche avec des membres aussi engagés de la communauté de l'enseignement supérieur. Alors avant de commencer, on estime quand même au sein de notre groupe qu'il est important de noter que si nous discutons des points améliorés dans le système de l'enseignement supérieur français, nous reconnaissons également le privilège que nous avons de critiquer un système qui est à l'échelle mondiale relativement accessible. Alors, donc, notre recherche fait suite au dernier examen de la périodique de la France en 2016, dans lequel le Conseil économique et social de l'ONU a noté avec préoccupation le faible taux de réussite scolaire parmi les personnes issues de groupes socialement et économiquement défavorisés. Et donc, à cet effet, le Conseil a recommandé à la France de veiller à ce que les frais indirects liés à l'enseignement du second degré et à l'enseignement supérieur n'entravent pas à l'accessibilité de l'enseignement pour des personnes issues des ménages défavorisés. Et donc, rapidement aussi, pour établir le cadre légal de notre analyse, il faut mentionner que le droit à l'enseignement supérieur est garanti par de nombreux traités internationaux, tels que l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, ou encore l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant. En France, sa reconnaissance constitutionnelle est affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, qui a donc été intégré dans le bloc de constitutionnalité qui est actuellement en vigueur. Pour commencer donc sur le cœur de notre sujet, qui est l'inégalité due au lieu de résidence et au coût des études, on peut noter qu'il y a environ 3 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur aujourd'hui en France pour l'année universitaire 2021-2022. Ce chiffre représente une augmentation d'environ 2,1%, donc 300 000 étudiants supplémentaires depuis l'année universitaire précédente. Et l'augmentation de la population étudiante devrait nécessiter logiquement une augmentation du budget national de l'enseignement supérieur afin de maintenir le financement par étudiant. Malheureusement, au cours de ces 2 dernières années, comme nous le savons tous, les gouvernements du monde entier ont été contraints à redéfinir leurs priorités budgétaires face à la pandémie, ce qui a grandement impacté le budget alloué à l'éducation. Pour parler précisément du point de la disparité géographique, comme vous pouvez le voir sur les chiffres qui sont affichés ici, on peut noter que parmi les personnes qui étudient à Paris, moins de 20% des étudiants sont originaires de la ville ou de ses environs immédiats. En revanche, si on compare avec les territoires français d'outre-mer, plus de 75% des étudiants de l'enseignement supérieur sont originaires des villes ou des régions où ils étudient. Deuxième chiffre que l'on peut mentionner, environ un tiers de toutes les grandes écoles de France sont situées à Paris et près de la moitié sont situées à Paris et Lyon réunis, ce qui nous amène à démontrer que les étudiants qui cherchent finalement à étudier dans une grande école sont au moins la moitié du temps confrontés à la question du financement de leurs études dans l'une des deux villes les plus chères du pays. Alors, on peut passer à la slide suivante, dans laquelle on peut noter aussi l'importante disparité du PIB par habitant entre les régions de France. Le plus choquant est la différence entre les régions Île-de-France et la région de Mayotte. Donc, une différence qu'il faut le reconnaître est particulièrement marquée, justement due aux spécificités de ces 2 régions, où l'on peut donc observer des PIB par habitant de 59 387 € pour l'Île-de-France et 9 251 € pour Mayotte. Et depuis le début de cette étude, donc qui date de 2017, on constate une diminution de moins de 1% de cet écart de richesse qui montre que ce sont des inégalités qui persistent finalement dans le temps. Au-delà de ce seul exemple finalement aussi de Mayotte et de l'Île-de-France, nous sommes finalement obligés de nous demander comment, compte tenu de toutes ces statistiques, les étudiants issus des milieux géographiquement éloignés sont censés rivaliser avec les étudiants des villes comme Paris ou Lyon, qui concentrent le plus grand nombre d'universités. Une autre question centrale est aussi comment les étudiants qui prennent la décision de poursuivre leurs études supérieures sont-ils censés financer leurs études? Et c'est pour cette question, on peut voir les chiffres qui sont ici affichés, que de 2021 à 2022, on peut noter une augmentation globale de 2,5% du coût de la vie des étudiants. À Paris, en particulier, le coût de la vie par mois pour un étudiant est de 1 279 €, tandis qu'il est évalué à Limoges à 793 €, ce qui représente un écart de 500 €, alors que, comme je l'ai mentionné précédemment, les universités les plus prestigieuses et les plus demandées, en tout cas, sont précisément situées en Île-de-France. Outre le cas de l'Île-de-France, on peut noter de manière générale que depuis la dernière année universitaire, 46 des 47 villes qui ont été étudiées dans le cadre de cette étude ont connu une augmentation directe du coût de la vie, donc, qui a été chiffrée à
Mulhouse et à Reims à 3,9%, à Toulon 4,58% ou encore à 5% à Évry. Par ailleurs, il est aussi important de souligner que ces augmentations de coûts ne reflètent que les coûts indirects des études pour les étudiants qui sont déjà inscrits dans des universités. Et il est également important de mentionner le cas des étudiants qui tentent finalement de s'inscrire à l'université. Et pour eux, les coûts ont également augmenté puisque depuis 2017, les frais associés depuis 2017, les frais associés aux différents concours d'entrée sont passés d'une fourchette de 10 € à 310 € à une fourchette plus large, donc de 0 à 400 €. Alors, comme ça a été mentionné à plusieurs reprises dans l'introduction, on ne peut évidemment pas ignorer l'existence des frais de subsistance qui sont toujours plus élevés pour les étudiants, ce qui a été particulièrement renforcé pendant la pandémie de Covid-19, où les dépenses des étudiants ont augmenté de manière disproportionnée, parce qu'ils ont été tenus justement et contraints finalement de travailler à domicile et donc de disposer de ressources suffisantes pour mener à bien ce travail, avoir une connexion Internet à haut débit, un portable, un ordinateur qui soit performant, un environnement de travail calme, ce qui n'est pas le cas malheureusement pour tous les étudiants. Et ce travail à distance a de plus engendré d'autres coûts pour les étudiants tels que ceux nécessaires par exemple au repas à la maison comparé au tarif préférentiel du Crous par exemple, les précautions de sécurité avec l'achat nécessaire de masques, de gel sanitaire, ou encore et surtout les coûts sociaux résultant de l'isolement. Malheureusement, l'augmentation de tous ces coûts, de tous ces frais indirects supplémentaires pour les étudiants entraîne finalement ce qu'on peut considérer comme étant une régression, et elle a particulièrement touché en priorité les étudiants qui étaient issus de milieux à faible revenu et qui, en plus de tous ces coûts indirects, indépendamment de leur volonté, tels que la pandémie, ont été particulièrement impactés parce qu'ils devaient travailler pour subvenir à leurs besoins pendant leurs études, ce qui nécessite finalement un investissement en temps qui nuit nécessairement au temps passé à étudier. Merci beaucoup, Awa. Donc, je vais poursuivre la présentation de nos recherches. Effectivement, on a parlé du Covid-19 et de ses effets sur l'enseignement, puisqu'on a vu que ça a mis en lumière et ça a creusé les inégalités de l'enseignement supérieur, en réduisant notamment le temps de travail et les revenus de nombreux Français, ce qui a réduit aussi donc le budget possible des familles à allouer aux frais d'éducation supérieure de leurs enfants. Parce qu'effectivement, en France, l'éducation supérieure peut coûter cher, parfois très cher. Malgré la garantie d'une université publique, l'enseignement supérieur français connaît effectivement aujourd'hui un double phénomène. Celui tout d'abord de sa privatisation, mais également de sa marchandisation. Alors, on peut passer à la slide suivante pour montrer que, tout d'abord, comme on l'a dit au début, même si les frais de scolarité supérieure sont à nuancer évidemment par rapport à d'autres pays comme les États-Unis ou l'Australie, aujourd'hui les établissements privés se multiplient et proposent des frais de scolarité à 10 000 € l'année en moyenne, parfois plus. Comme on peut le voir sur la diapositive, le secteur privé connaît une croissance des effectifs sans précédent en 20 ans. Il s'est multiplié par 2, quand le secteur public, lui, a augmenté de 15% en comparaison. En 2020, vous le verrez sur la slide suivante, environ 1 étudiant sur 5 est inscrit dans le secteur privé. Pourquoi? Eh bien, ceci explique notamment par le fait que les universités ou les écoles publiques peinent aujourd'hui à s'adapter aux mutations du marché du travail. C'est-à-dire que des filières, par exemple, liées aux nouveaux métiers dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sont plus faciles à trouver dans les écoles privées que dans le secteur public. De même, les écoles les plus renommées à l'international sont plus souvent privées et n'hésitent pas à demander des frais de scolarité qui sont de plus en plus élevés. Or, comme je l'ai dit, le secteur privé pose aujourd'hui plusieurs questions du point de vue de l'égalité d'accès et de l'égalité des chances à l'éducation supérieure. Tout d'abord, comme on peut le voir sur les slides, si on regarde d'abord qui finance ces établissements. Ce sont souvent des grands groupes industriels ou financiers, Apax Partners, Regal Capital, etc. Vous verrez tout ça sur les slides. Et ce sont des groupes surtout qui suivent une logique marchande, une logique de compétition. Ils cherchent le profit, ce qui passe par la recherche d'attractivité pour augmenter leurs tarifs marchands, ce qui, dans le secteur de l'éducation, correspond aux frais de scolarité. L'objectif de ces groupes financiers, ça peut être le profit souvent à court terme, puis parfois la revente, quitte à nuire à la qualité de l'établissement en le revendant, voire dans le pire des cas, on peut envisager des faillites de ces établissements. C'est donc un premier problème, mais qui est également aussi lié au fait que l'attractivité de ces enseignements passe par le classement et la concurrence mondiale. Effectivement, on voit une globalisation de l'éducation supérieure et avec les échanges internationaux, les établissements se retrouvent en compétition mondiale.
Des classements internationaux montrent par exemple quel établissement a mieux ou moins bien performé, lequel a dépassé l'un ou l'autre sur l'année. Les classements concernent souvent des universités publiques, mais on voit que de plus en plus de classements comprennent aussi des écoles privées. Par exemple, le classement QS des MBA place HEC Paris en première école d'Europe et 4e mondiale. Or, évidemment, qui dit premier classement dit plus forte attractivité et possibilité d'augmenter les frais de scolarité. En 2020, le coût d'une scolarité à HEC Paris, notamment, est pour toute la scolarité de plus de 53 000 €. Un phénomène qui, évidemment, va réduire l'accessibilité à ces établissements pour les CSP les plus modestes qui ne pourront pas payer ces frais de scolarité. On peut passer à la slide suivante, parce qu'effectivement, un autre phénomène, c'est aussi un phénomène de marchandisation qui s'accroît dans l'éducation supérieure depuis le début des années 2000, mais qui s'est encore plus accru récemment avec la pandémie de Covid-19. Pourquoi? Eh bien, puisque le Covid-19 a entraîné la fermeture des universités et a contraint les établissements à passer en distanciel, ce qui a accéléré la digitalisation de l'enseignement. Et le phénomène qui accompagne cela, c'est que les entreprises qui proposent des cours digitaux sont des entreprises privées d'EdTech qui proposent donc des plateformes en ligne qui peuvent parfois être gratuites, mais aussi parfois coûteuses, donc des MOOC, des Moodle ou autres outils. Mais surtout, une question qu'on peut se poser, c'est quelle est la qualité des enseignements dans le secteur privé? Puisqu'aujourd'hui, dans nos recherches, on a remarqué qu'il y a un manque de contrôle des cours du secteur privé, mais aussi plus globalement une opacité de ce secteur. Une opacité du point de vue des certifications délivrées ou encore de la législation qui y est associée. Les études sur l'enseignement supérieur privé sont encore aujourd'hui assez limitées, du fait qu'il y a certains manques de données, mais aussi du fait que ce secteur est parfois considéré comme un petit peu tabou, ou du moins on en parle beaucoup moins que du secteur public dans l'enseignement supérieur. La privatisation de l'enseignement supérieur creuse donc, comme je l'ai dit, les inégalités sociales, et on n'est même pas sûr, vu qu'il y a peu de contrôle de qualité, que des frais élevés garantissent une scolarité de qualité. Si on regarde la composition de ces écoles, à titre d'exemple, dans les 10% des écoles les plus sélectives, on remarque que 5% des élèves sont enfants d'ouvriers ou de chômeurs, quand 80% sont issus de CSP supérieurs ou CSP+. Donc, avec des frais qui ont augmenté en moyenne de 75% entre 2009 et 2019, par exemple dans les écoles de commerce et de management, on voit que l'écart socio-professionnel se creuse très dangereusement. Et pour passer à mon dernier point sur la dernière slide, on peut se demander dans ce cas-là, avec cette hausse de frais de scolarité, s'il existe des bourses. Alors bien sûr, il en existe. Globalement, en France, tout secteur confondu, plus de 800 000 élèves en sont bénéficiaires en 2019. Mais on remarque, par exemple, on le voit sur ce graphique, que la plupart des bourses sont allouées dans le secteur public, 39,4% d'élèves bénéficiaires, alors que dans le privé, 21,8%. On voit donc une faible proportion de boursiers dans le privé, ce qui montre le côté peu accessible du privé pour des étudiants qui auraient peu de moyens et qui auraient besoin d'une bourse. Donc, pour conclure sur la privatisation, on voit que c'est un problème majeur qui monte, un problème en termes d'égalité d'accès à l'éducation, une égalité qui est pourtant prônée par les traités internationaux. Il y a une logique de compétition qui fait rentrer l'éducation supérieure dans un marché d'offres et de demandes, avec une offre donc, de frais de scolarité de plus en plus coûteux et une demande avec des étudiants qui ont des chances malheureusement très inégales. Je veux passer tout de suite la parole à Claire qui pourra enchaîner sur les questions liées au financement de l'enseignement supérieur. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. On va continuer maintenant effectivement sur le financement de l'enseignement supérieur que l'on va aborder principalement sous deux angles. Donc d'abord, l'évolution du financement du supérieur en France, mais aussi sous l'angle de la question, la dépense publique est-elle juste ? Alors, d'abord, une petite précision rapide. Les sources que l'on va utiliser dans cette présentation, ce sont principalement les statistiques publiques, donc par exemple émanant du ministère de l'Enseignement supérieur ou des articles à comité de lecture, donc des sources que nous jugeons particulièrement fiables. Alors, tout d'abord, la question la plus importante finalement, c'est quel budget représente ce financement de l'enseignement supérieur? Quel est son montant? Et en fait, il était environ de 12 milliards d'euros dans les années 80 et sur 40 ans, il a été multiplié par 2,7. Et donc, il atteint aujourd'hui environ 33 milliards d'euros. Et en effet, la France
elle dépense 1,5% de son PIB pour l'enseignement supérieur, ce qui le place légèrement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Cependant, cette vision, elle est particulièrement partielle et donc partiale. En effet, ce dont je viens vous parler, donc cette augmentation qui a été multipliée par 2,7, c'est la courbe bleue qu'on voit ici sur ce graphique. Mais il est particulièrement important de voir que la courbe verte, et donc en fait l'évolution du nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur, eh bien, on voit qu'on a une forte augmentation depuis les années environ 2007-2008. Et ça nous amène au point le plus important et le plus intéressant ici, c'est cette courbe orange, la dépense moyenne par étudiant. Et en fait, on voit qu'en 2019, la dépense moyenne par étudiant était d'environ 12 000 €. Alors qu'en fait, si on replonge 10 années plus tôt, en 2009, elle était de 12 840 €. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, on a perdu environ 800 € par élève. Mais encore une fois, ici, on parle de la dépense moyenne par étudiant. Et en fait, ça camoufle en fait, des disparités. Effectivement, un étudiant de classe préparatoire, il coûte près de 50% fois plus qu'un étudiant à l'université. Et comment on explique ces écarts? Eh bien, principalement par des différences dans le volume d'heures des enseignants des formations et aussi par des différences dans le taux d'encadrement, c'est-à-dire en gros le nombre de professeurs par élève. Et dans quel sens vont ces écarts? Eh bien, ces écarts, ils se creusent. C'est-à-dire qu'à l'université, la progression des effectifs, elle n'est pas compensée par une hausse de la dépense qui n'est pas suffisante, alors que cependant, dans les classes préparatoires, la hausse des effectifs, elle est plus que compensée par une hausse des dépenses. Et maintenant qu'on a une vision un petit peu globale donc de l'évolution et des tendances de ce financement, on passe à la deuxième question qui, en tout cas, nous semble être très importante, c'est quelle est la composition de ce financement? Et en fait, on voit qu'en France, on a une part très importante du secteur public dans ce financement du supérieur. Et ici, par la part du public, on entend l'État, les administrations publiques et les collectivités territoriales. Et encore une fois, ici, on voit qu'on a 81% donc de la part du public contre 78% en moyenne pour les pays de l'OCDE. Mais cependant, ce gros pourcentage, 80%, il ne doit pas non plus camoufler le fait qu'on a un recul progressif de la part du public dans le financement. On a perdu 3 points de pourcentage en 10 ans. Ça peut paraître peu, mais en fait, on a également encore des prévisions du fait que cette part elle va de nouveau diminuer dans les années qui suivent. Et si la part du public diminue, eh bien, c'est parce que les ménages et les entreprises, eux, leur part augmente. Et donc, qui du coup vont compenser finalement ce recul. Et ce recul, il a lieu non seulement dans le secteur public, mais également pour les établissements du privé subventionné, mais aussi dans le secteur privé. Et ici, on peut évoquer la suppression des subventions des chambres de commerce et d'industrie. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente une dizaine de millions d'euros pour le top 3 des écoles de commerce par an. Et ce désengagement, où est-ce qu'on le retrouve? Eh bien, dans la hausse des frais de scolarité. Et donc, quelles sont finalement les conséquences principales de ce désengagement de l'État et aussi de cette baisse du budget moyen par étudiant? C'est d'abord la suppression, la précarisation des postes de l'enseignement supérieur avec un recours accru des vacataires, mais aussi une diminution du taux d'encadrement qui justement nuit à la qualité de l'enseignement. Et on l'a vu, cette diminution du taux d'encadrement, elle n'a pas le même impact suivant le type d'élève. Et donc ça nous mène également à la question plus vaste du caractère juste ou injuste du financement de l'enseignement supérieur. Merci Claire. Donc là, après s'être intéressé à cette question du financement d'un point de vue assez global, on va voir quelles peuvent être les implications sociales de ce financement. Donc, pour introduire cette problématique de l'égalité des chances selon l'origine sociale, je vous propose de regarder un graphique qui est assez parlant. Donc, il est issu de la note et des focus du CAE qui sont sortis en novembre 2021 sur le financement du supérieur en France, qui est vraiment une source excessivement précieuse quand vous vous intéressez à un état général du financement du supérieur en France, que je vous encourage à lire si vous ne l'avez pas fait. Donc, le constat que font les auteurs, c'est que les inégalités d'accès, selon le décile de revenus, donc selon l'origine sociale, enfin, en tout cas l'origine économique, la richesse des parents, sont aussi marquées, sur le point de vue de la distribution, à peu près aussi marquées en France qu'aux États-Unis. Donc, c'est un constat qui peut paraître assez choquant. Plus exactement, on pourrait dire que a priori, en France, il y a quand même une légère,
un taux d'accès légèrement supérieur pour les déciles faibles par rapport aux États-Unis, mais néanmoins, on observe bien une distribution qui est quand même relativement similaire. On pourrait s'étonner de ce constat parce qu'on a quand même deux systèmes qui sont radicalement opposés. D'un côté, un système français avec une gratuité a priori de l'université et de la plupart des formations du supérieur. Et de l'autre côté, un système à frais d'inscription aux États-Unis, frais d'inscription excessivement élevés qui demandent des emprunts la plupart du temps sur une dizaine d'années pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui font partie, on va dire, de la classe moyenne. Donc, comment expliquer alors que les États-Unis, qui ont un système largement privé, où l'enseignement supérieur repose sur des frais d'inscription parmi les plus élevés au monde, finalement, on observe des inégalités semblables en France. Donc, on peut déjà se poser la question des aides sociales. Qu'est-ce qu'on va pouvoir définir comme aide sociale? Donc, classiquement, on a l'habitude de parler d'aide sociale aux étudiants, donc de dépenses publiques par étudiant de la part de l'État pour combler ces inégalités, on va dire, à la naissance. Donc, on a tendance à penser principalement aux bourses ou à d'autres prestations comme les APL, par exemple. Mais ce que montrent les auteurs, ce qui serait aussi assez judicieux de s'intéresser aussi aux aides fiscales qui sont attribuées par l'État, par étudiant. Donc, les aides fiscales, ça comprend la demi-part fiscale, donc des allègements, des abattements d'impôts quand on a un étudiant dans son foyer fiscal, ainsi que d'autres aides fiscales, comme par exemple les primes à la décohabitation, par exemple. Et ce que montrent les auteurs, c'est que finalement, si autant les aides directes, donc sous forme de bourse ou d'APL, vont directement bénéficier aux jeunes, notamment les plus, qui viennent des catégories les plus défavorisées, alors que les aides fiscales bénéficient à ceux qui payent le plus d'impôts, donc dans les catégories les plus élevées. Et finalement, donc, si on s'intéresse à la courbe en pointillé qui est tout en haut, on voit qu'on a un effet qui est assez monotone finalement et qu'on a une dépense publique qui est assez monotone. Donc, l'État, finalement, dépense à peu près autant pour un enfant issu du décile supérieur en enseignement supérieur que pour un enfant issu du premier décile, du décile inférieur, donc des plus pauvres. Comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer finalement cette différence? On va pouvoir aussi excusez-moi, je me perds un petit peu, on va pouvoir aussi s'intéresser au fait que les étudiants les plus aisés vont également profiter des formations les plus sélectives et les plus coûteuses pour l'État. Donc, on pense notamment au CPGE, suivi d'une grande école, qui sont extrêmement coûteuses pour l'État, qui en plus s'étend sur 5-6 ans la plupart du temps, alors que les étudiants les plus défavorisés vont plutôt aller soit en STS, donc c'est-à-dire des études qui sont elles aussi assez coûteuses, mais qui s'étendent seulement sur 2 ans, ou à l'université. Donc, l'université qui va être finalement cette espèce de rempart pour les catégories sociales inférieures qui vont pouvoir, certes moins que la proportion de la cohorte, mais qui vont quand même pouvoir accéder à l'enseignement supérieur par l'université. Il faut aussi remarquer sur ce graphique-là que les écoles post-bac, notamment, sont celles parmi les établissements qui comportent le moins d'étudiants issus des catégories sociales les plus défavorisées, des PCS les plus défavorisés, alors même que ce sont des écoles privées à frais d'inscription élevés la plupart du temps en post-bac. Et ce qui permet aussi de faire remarquer et d'appuyer que c'est un constat extrêmement partagé, extrêmement solide dans la littérature scientifique, que les frais d'inscription se concrétisent toujours par une éviction sociale importante. Donc ça se voit donc sur ce graphique pour les écoles post-bac, mais ça s'est vu aussi, par exemple, avec une expérience naturelle comme celle de Dauphine, où il a été montré de manière économétrique que l'augmentation des frais d'inscription dans les 10 dernières années a provoqué un rétrécissement du nombre d'étudiants issus de milieux géographiques variés, issus de milieux sociaux variés. Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur un dernier graphique qui est un peu compliqué à comprendre directement, pour vous montrer aussi que c'est l'université qui accueille finalement cette diversité sociale qu'accueillent très peu les CPGE, et c'est une université qui est d'ailleurs celle qui est la plus victime des baisses de financement ces dernières années, qu'en fait, sa situation n'est pas du tout homogène. Donc, pour lire ce graphique, il faut vous dire que l'axe horizontal, donc l'axe 1, c'est l'axe de composition sociale. À gauche, vous avez les établissements qui ont la composition sociale la plus favorisée. Donc, notamment, tout à gauche, vous avez l'Université Dauphine. Et à droite, vous avez les établissements dont la composition sociale est la plus défavorisée, avec le plus de catégories sociales populaires.
Donc, vous avez la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles. Donc, à gauche, il y a plus d'établissements Paris ou grandes villes, des grands établissements de Paris ou grandes villes. Et à droite, on a plus souvent des établissements de région. Or, si vous vous doutez peut-être bien que les établissements qui sont classés à Shanghai, les établissements qui bénéficient des financements d'excellence qui sont notamment attribués dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, sont des établissements qui se situent plutôt à gauche du graphique. Donc, je pense à Paris-Saclay, je pense à PSL, etc. Alors qu'à l'inverse, les établissements qui assurent le service public en région, qui permettent aux catégories populaires d'avoir une université au plus proche de leur domicile, bah, celles-ci ne sont pas, enfin, sont des universités dont on peut estimer le risque qu'elles deviennent des universités de seconde zone, des universités moins importantes et à terme délaissées. En tout cas, c'est ce que laissent entrevoir les attributions des financements d'excellence. Et j'ai terminé avec ma présentation. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup à chacun et chacune de vous pour cette présentation qui était très éclairante, qui nous dresse un portrait de l'état du système de l'enseignement supérieur français aujourd'hui et qui pose, à mon avis, des bonnes bases pour démarrer une discussion avec nos intervenantes ici présentes avec nous. Je tiens encore une fois particulièrement à vous remercier, Madame la députée Karine Lebon, Madame la directrice Anne-Sophie Barthès et aussi Christine Musselon de votre présence ici aujourd'hui avec nous. Et pour démarrer cette discussion, je voulais vous laisser plutôt la parole pour d'abord vous entendre sur vos réactions après ce qu'on a entendu, la présentation qu'ont fait les étudiants à partir de vos fonctions, de vos propres responsabilités. Est-ce que vous voudriez réagir? Est-ce que vous avez envie est-ce que vous avez des points d'éclairage à nous apporter? Et par la suite, on démarrera donc la discussion et par la suite, on aura aussi l'intervention d'un représentant des SINFAC qui est ici avec nous aujourd'hui, avec qui a travaillé particulièrement un des étudiants au cours de cette dernière année. Mais je vous laisse d'abord réagir. Est-ce que vous avez des réactions à chaud à cette présentation, aux questions soit des inégalités territoriales, la privatisation, ce qui vous parlait plus? Et bien sûr, alors qui commence? Très bien. La députée. Eh bien, bonjour à tous. Merci et bravo pour cette brillante présentation. C'était très complet et ça rejoint tout à fait le constat que mon groupe et moi avons dressé lorsque nous avons présenté la loi en décembre 2020, la loi relative, servant à réduire les inégalités générées par Parcoursup. Dès 1970, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron montraient dans la reproduction la contribution de l'école aux inégalités sociales. Et aujourd'hui, parmi les pays de l'OCDE, l'école française est celle où l'origine sociale pèse le plus lourd dans les résultats scolaires. L'écart, il me semblait, de 107 points, alors que la moyenne de l'OCDE est de 89 points. Donc, dès le plus jeune âge, les inégalités sont présentes et les résultats scolaires ils sont corrélés à l'origine sociale, vous l'avez très justement démontré. Ces inégalités se poursuivent jusque dans l'enseignement supérieur, comme on l'a vu. Donc, les enfants d'ouvriers représentent 12% de l'ensemble des étudiants, alors que les ouvriers représentent 21% de la population active. Et à l'opposé, les enfants de cadres supérieurs représentent 34% des étudiants, alors que leurs parents représentent 18% des actifs. Et cette proportion s'élève à 51% dans les classes préparatoires aux grandes écoles. 67% des enfants de cadre obtiennent un diplôme de l'enseignement supérieur au-delà de la licence, contre seulement 16% des enfants d'ouvriers. Un enfant de cadre a 11 fois moins de risques de sortir du système scolaire sans diplôme qu'un enfant dont l'un des parents est inactif. En 2019, l'espérance d'obtenir le baccalauréat pour un élève de 6e variait de 54,1% à Mayotte à 82,2% à Paris. Et pour information, le taux de réussite au baccalauréat à La Réunion, île dont je suis députée, est de 75,3%. L'île est éloignée de 10 000 km de l'Hexagone et connaît un taux de pauvreté de 38%. Un enfant sur deux est issu d'un ménage pauvre à La Réunion. Au sein de la région parisienne,
Une étude du CNESCO montre que les taux de réussite aux épreuves écrites du brevet sont très variables selon la zone géographique. 57,5% de réussite dans les territoires parisiens et de banlieues très favorisées et 24,3% dans les territoires cumulant le plus de difficultés socio-économiques. Donc ça, c'est pour les données chiffrées. Maintenant, je vais vous donner, on va dire, une opinion un petit peu plus politique, une orientation un petit peu plus politique. La plateforme d'orientation Parcoursup, selon le gouvernement, elle devait rétablir l'égalité des chances au sein de notre enseignement supérieur. Elle est aujourd'hui dénoncée au mieux comme une plateforme qui pérennise les inégalités sociales et territoriales, au pire comme une plateforme qui les renforce. Parcoursup, c'est la consécration de la sous-dotation de l'enseignement supérieur et le triomphe de l'hypercompétitivité. Chaque année, ces algorithmes brisent les rêves de milliers de lycéens dont les premières victimes sont celles issues des classes défavorisées. Parcoursup, par son opacité sur les critères de sélection de l'année en cours, je précise, puisque les critères de sélection qui sont précisés sont ceux de l'année précédente, et les algorithmes favorisent les enfants des familles les mieux informées. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme l'a regretté. Les modalités d'orientation n'assurent pas un accès égal de tous les lycéens aux informations leur permettant de faire un choix éclairé. Il nous faut nous départir de cette machine à renforcer les inégalités et permettre à chaque jeune de pouvoir prétendre à la formation de son choix. Une ambition atteignable en investissant massivement dans l'enseignement supérieur pour soulager les formations en tension. Mais vous venez de le démontrer, on n'est pas tellement dans cette dynamique-là actuellement. C'est donc pas cette dynamique que se fixe le gouvernement, qui semble trouver son compte dans une plateforme qui ne vise qu'à gérer la pénurie de l'enseignement supérieur, tout en garantissant aux enfants des classes les plus aisées l'accès aux formations de leur choix. Alors certes, tout n'est pas négatif dans Parcoursup. Je le dis, le déploiement de cette plateforme a permis de mettre un terme au système de tirage au sort d'APB. Et ça constitue un espace unique sur lequel est centralisé un nombre croissant d'informations relatives aux formations du supérieur. Mais cela ne saurait toutefois éluder la sélectivité croissante de l'accès à l'enseignement supérieur. Si la démographie étudiante a augmenté, elle ne s'est pas traduite, vous l'avez dit, par un investissement financier correspondant tant du point de vue du volume que de l'adéquation de la distribution des moyens avec les besoins du terrain. Et la Cour des comptes déplore en effet que les nouvelles places financées ne l'ont pas été dans les formations les plus en tension. Alors que les pouvoirs publics veulent à très juste raison valoriser la voie professionnelle, le nombre de places ouvertes n'a pas suivi l'augmentation du nombre de bacheliers professionnels et technologiques. En 8 ans, le nombre de bacheliers professionnels est passé d'environ 120 000 à 180 000, donc une augmentation de 60 000. Dans le même temps, entre 2010 et 2017, les effectifs d'étudiants inscrits en première année de BTS n'ont augmenté que de 9 000 places. La plateforme Parcoursup est donc particulièrement pénible pour ces étudiants-là. Seuls 83% des bacheliers professionnels reçoivent au moins une proposition pendant la première phase, contre 97% des bacheliers généraux. Et encore plus grave, les formations dans lesquelles ils sont affectés correspondent le moins souvent à leurs attentes. Seuls 62% acceptent une offre, contre 85% des bacheliers généraux. Il faut savoir que les bacheliers réunionnais, par exemple, quand ils ont une réponse tardive de Parcoursup, c'est encore plus difficile pour eux de pouvoir aller dans l'Hexagone pour suivre leurs études. Vous l'avez dit, 75% des étudiants des DOM sont originaires de la région. Et je crois que cela s'explique, puisque quand on regarde aujourd'hui, les dernières réponses de Parcoursup vont avoir lieu cette année, il me semble, vers le 16 septembre. Rendez-vous compte, si les étudiants réunionnais reçoivent cette réponse le 16 septembre, il faut qu'ils préparent en quelques jours leur départ à 10 000 km, il faut qu'ils changent de milieu, il faut qu'ils disent au revoir à leur famille, il faut qu'ils trouvent un logement à une époque où tous les logements sont déjà pris. Et comme je vous l'ai dit, la plupart des ménages réunionnais, sont beaucoup plus pauvres que dans l'Hexagone. Donc, c'est un amoncellement de difficultés, finalement, qui n'aide pas ces étudiants-là à une pleine réussite. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Évidemment, je reste disponible pour toutes questions et réactions. Merci beaucoup, Madame la députée. J'attends s'il y a d'autres réactions de nos intervenantes ici présentes avant de lancer des questions.
je veux bien, voilà, je veux bien me lancer et dire quelques mots. D'abord, pour vous remercier très sincèrement de cette invitation, parce que c'est tout à fait le genre de choses que j'aime faire, c'est-à-dire voilà, discuter, partager des constats avec vous, voilà, forts, inquiétants parfois. Donc, merci pour ce format, merci pour cet espace de discussion et bravo pour ces restitutions hein, que vous avez faites, que je partage évidemment tout à fait, puisque la plupart d'ailleurs se fondent sur des statistiques publiques. Donc, voilà, donc ça c'est une chance, on a des statistiques publiques fiables et c'est une chance aussi, vous l'avez dit un petit peu dans la députée, grâce à Parcoursup, enfin grâce, ça on peut quand même le dire, grâce à Parcoursup, on a des statistiques incroyables quand même, auxquelles on n'avait pas du tout accès jusque-là, sur qui fait quoi, grosso modo, qui fait quoi, qui accueille qui, où cela marche, où ça marche moins bien, où ça ne marche pas du tout. Et donc vraiment, il faut se réjouir quand même de toutes ces informations qui sont plus que jamais à notre disposition. Alors, plusieurs choses. Alors, sur Parcoursup, bon, je partage une partie, bien sûr, de ce qui a été dit, mais pas tout. Mais peu importe. Moi, et alors là, pour le coup, on a des chiffres aussi. Donc, par exemple, sur le nombre de candidats boursiers de lycéens, donc boursiers, à qui une proposition est faite dans l'enseignement supérieur. Je n'ai pas retrouvé la statistique de cette année, mais enfin l'année précédente, c'était plus 25%. Donc, on fait quand même davantage de propositions à des candidats boursiers. Et quant au nombre de candidats boursiers admis dans l'enseignement supérieur, là aussi, c'était il y a 2 ans, mais ça n'a pas dû bouger, c'était plus 30%. Donc quand même, il y a davantage, je vais revenir sur la question de l'égalité des chances, hein, ce que je vous dis là ne règle pas ne règle pas du tout le sujet. Mais en tout cas, il y a davantage d'étudiants boursiers qu'il n'y en avait jusque-là, parce qu'on a mis en place des politiques de quotas un peu contraignantes et qu'évidemment, ça porte ses fruits. Pas sans doute, à coup sûr, l'information, elle n'est pas reçue de la même manière selon la famille à laquelle on appartient. Toute l'information disponible sur Parcoursup. Mais tout de même, on fait très attention à ce qu'on écrit sur Parcoursup, c'est-à-dire non seulement les informations que l'on donne, évidemment, et on ne veut pas noyer le candidat sous trop d'informations. Donc, on essaye toujours d'avoir une information qu'il n'y avait quand même pas jusque-là, en tout cas pas aussi largement, et qu'elle soit vraiment accessible par chacun. Et quant à la transparence, ou plutôt l'opacité, dire que, comment dire, quand même, il est écrit sur cette plateforme, ce qu'il n'y avait pas auparavant, les qualités, les compétences, les connaissances qui sont en général les bonnes, si j'ose dire, pour réussir. Voilà. Alors, je sais bien que la réussite académique n'est franchement pas la réussite tout court, mais en tout cas, pour une réussite académique, voilà le type de connaissances et de compétences qu'il vaut mieux avoir acquis jusque-là. Peut-être que les choses ne sont pas suffisamment dites, peut-être qu'on peut le dire autre chose, mais quand même, il y a des informations qui me paraissent importantes. Voilà, je ne dis pas que Parcoursup, c'est parfait, il y a évidemment des marges de progression, mais je voulais rappeler ça. Ensuite, beaucoup de choses ont été évidemment dites sur la mobilité. Là, c'est la première partie de la présentation. C'est quelque chose, voilà, quelle est la politique de ce ministère en termes de déploiement de l'enseignement supérieur sur le territoire? Voilà. Eh bien, au fond, il y a 2 grandes familles d'actions. Il y a l'action qui consiste à permettre à chacune d'être mobile s'il le peut. Et ce que vous avez dit, Madame la députée, sur le calendrier réunionnais, vous avez évidemment raison de mettre l'accent sur les outre-mer, notamment de ce point de vue-là. Mais en tout cas, on essaye de renforcer cette mobilité. Et là aussi, alors qu'APB ne permettait pas du tout, quasiment pas la mobilité, là, elle est autorisée, elle est encouragée, il y a une bourse d'aide à la mobilité, mais surtout, la mobilité est possible. Et pour dire les choses, quand il y a 4 ou 5 ans, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on permet une mobilité totale? Est-ce que l'étudiant qui est à Limoges, qui veut étudier à Brest, on lui dit nécessairement oui? Ou est-ce qu'on encadre quantitativement cette mobilité? Moi, de cœur, sincèrement, je disais, il faut que la mobilité soit possible, où que l'on soit et où que l'on veuille aller. Mais on s'est dit, si on ouvre totalement le champ quantitativement de la mobilité,
eh bien, peut-être que le territoire de Brest ne pourra pas accueillir, s'il est submergé par les étudiants de Limoges, il ne pourra pas accueillir tous les étudiants de Brest. Et donc, on a fixé des quotas de mobilité pour, oui, la permettre bien davantage, là aussi j'ai des chiffres, mais peu importe, bien davantage qu'auparavant, mais sans que ce soit une mobilité non encadrée, parce qu'on s'est dit quand même, il faut que chaque territoire puisse au moins accueillir ses propres étudiants, si j'ose dire. Donc ça, c'est un premier volet de la politique enseignement supérieur et territoire, favoriser la mobilité. Et puis ensuite, il y a ceux qui ne souhaitent pas bouger. Et donc là, évidemment, on est en appui des politiques d'établissement qui souhaitent parfois multiplier leurs antennes ou les renforcer. On a créé, vous le savez, des campus connectés. Là, c'est encore un autre type de public, mais je considère que c'est une très bonne chose pour ceux et celles qui ne souhaitent pas bouger, qui ne savent pas s'ils veulent vraiment accéder à l'enseignement supérieur, qui veulent se tester une année ou deux en étant très encadrés. Les campus connectés jouent de ce point de vue-là parfaitement leur rôle. Et enfin, on a renforcé, dernier volet de cette politique territoriale, les partenariats avec les collectivités territoriales. Alors là aussi, la marge de progression reste importante, mais on a maintenant, dans chaque contrat stratégique d'établissement, une partie, le volet territorial, une partie qui est coécrite par l'établissement et les collectivités territoriales et, si j'ose dire, de l'État, même si c'est d'abord sur cette partie-là l'objet de l'établissement et des collectivités. Donc, voilà sur la question de la mobilité. Tout ce que vous avez dit ensuite sur l'égalité des chances et le fait que finalement, ça ne progresse pas, je ne peux que le constater, je dirais même pire, c'est que ça ne progresse pas et ça empire. Voilà, qu'on est quelque part et on y reste, enfin, je caricature, mais davantage encore qu'avant. C'est absolument insupportable. Et voilà, on essaye de faire des choses évidemment, mais sans doute pas suffisamment, ou sans doute faut-il s'y prendre différemment. Mais le constat est là que sur ce sujet de l'égalité des chances, on doit faire beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. On a beaucoup travaillé avec les écoles, avec les universités, même si le sujet n'est pas tout à fait le même, avec les CPGE, et on voit bien combien les choses ne sont pas si simples. Tout le monde considère que la faute est à celui qui précède. Donc, quand on s'adresse à l'école, elle nous dit c'est la faute de la CPGE qui nous envoie on est entre nous que des riches. La CPGE, non, mais ça, c'est pas notre faute, c'est la faute du lycée qui nous envoie que des riches. Et on arrive à la maternelle où il faudrait leur enseigner, etc. Donc, mais c'est vraiment ça. Et du coup, ça déresponsabilise un peu tout le monde. Tout le monde dit, ah non, mais moi, bien sûr, parce que bien sûr, tout le monde est pour accueillir la diversité, etc. Mais finalement, je trouve quand même collectivement qu'il n'y a pas il y a un moment où il faut forcer les choses un petit peu. Après, les mentalités changeront. Mais je pense qu'on pourrait, qu'il faudrait être plus volontaire, plus volontariste sur ce sujet-là. Sur le privé, ensuite, vous avez dit évidemment des choses. Alors, je ne partage pas tout, là, mais enfin, peu importe. Les sujets, ce sont les bons et je partage une grande partie de ce qui a été dit. Nous, ce qu'on essaie de faire avec le privé, d'abord, on essaye notre point de départ, c'est de se mettre à la place du candidat et de ses familles. Voilà. Je veux dire, même moi, dans la place que j'occupe, il m'a fallu des mois pour comprendre cette offre de formation privée et arriver à comprendre qui faisait quoi, qui était qui, où était la qualité garantie par l'État et où est-ce qu'elle n'était pas. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas nécessairement de qualité, mais en tout cas, il n'y a pas cette garantie de l'État. Donc, nous, notre boulot, ça a été, premièrement, d'essayer de distinguer dans l'enseignement privé les établissements, on appelle les ESPIG, peu importe, d'intérêt général, c'est-à-dire qui n'ont pas un but lucratif, et les autres. Alors, ces établissements privés d'intérêt général, leurs droits d'inscription ne sont pas à 500 €. Elles restent les droits d'inscription restent élevés. Mais, en revanche, la politique de ces établissements, elle est scientifique, académique, elle n'est pas guidée par des considérations, sincèrement, par des considérations de lucrativité. Deuxième chose, pour essayer d'y voir clair dans ce truc auquel on ne comprend rien, faire le tri parmi les formations. Et donc là, pouvoir dire aux familles, voilà, là, et ça sur Parcoursup, on a mis des espèces de logos un peu officiels, on dit, voilà, une formation privée, on va, nous, État, la regarder et on va la labelliser ou pas. On a des établissements privés qui ont été ouverts il y a 100 ans. Le jour où ils ont ouvert, évidemment, ils ont toqué à la porte de la préfecture, j'imagine, pour vérifier qu'il n'y avait pas de danger particulier pour accueillir le public. Et donc, un jour, il y a 100 ans, l'État a dit, oui, vous pouvez ouvrir. Et donc, il y a des écoles comme ça qui disent,
établissement reconnu par l'État. Ce n'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. C'était vrai au moment, c'est pas l'établissement qui a été reconnu, c'était au moment de l'ouverture, les conditions étaient remplies. Aujourd'hui, on s'intéresse à la formation. Quel que soit l'établissement, on va regarder formation par formation, ceux qui répondent à des exigences académiques sérieuses, solides, etc., etc. Et on labellise par un visa, par un grade, peu importe, et on labellise. Et enfin, troisième chose que l'on a essayé de faire avec les établissements privés, c'est les inciter à renforcer leur politique d'égalité des chances, leur politique évidemment de taux de boursiers, etc., etc. On a fait ce travail-là avec certaines grandes écoles en les finançant, pour qu'elles puissent accueillir davantage de boursiers et pour qu'elles puissent aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé, pour qu'elles aillent aussi sur le terrain, dans les lycées, dans les collèges, etc., pour lutter contre l'autocensure des lycéens et des collégiens. Voilà, donc là aussi, évidemment, on peut toujours considérer, et je le comprends, qu'on ne finance pas assez, mais en tout cas, il y a eu des financements, là-dessus. Et enfin, sur le financement, c'était la dernière partie de l'exposé. Sur le financement, j'ai écrit en vous écoutant, est-ce qu'il est en augmentation? Réponse oui. Et vous l'avez dit, d'ailleurs. C'est bien ça qui est, le budget augmente. Mais vous l'avez parfaitement dit, les effectifs étudiants augmentent et si on met vis-à-vis les deux courbes, on voit bien qu'un étudiant, si je le dis comme ça, n'est pas financé autant. En tout cas, qu'il n'y a pas une augmentation du financement par étudiant. Donc oui, il augmente. Est-ce que c'est suffisant? Non. Voilà, je crois que ce n'est pas un gros mot de dire qu'il faudrait que le financement soit plus important. Deuxième chose, est-ce que les modalités d'allocation de ces moyens, je ne sais pas si vous en avez parlé de ça, est-ce que les modalités d'allocation de moyens sont les bonnes? Alors là, que les choses soient claires pour ceux pour lesquels elles ne le seraient pas, on a aujourd'hui deux poches d'argent pour l'enseignement supérieur et la recherche. On a l'argent, pour forcer le trait, que j'ai, moi, en ESRI, et puis il y a l'argent qui est au secrétariat général pour l'investissement, au SGPI. Cet argent, il n'est pas distribué de la même manière. L'argent qui est au SGPI, il est distribué via des appels à projets qui sont généralement, on va y venir, je vais en dire un mot, qui sont en général contestés parce que c'est compétitif, parce que tout le monde n'y a pas droit, etc. Et puis ensuite, il y a l'argent que j'ai moi, qui est distribué de manière non compétitive, si je le dis un petit peu comme ça, et qui est là pour assurer le service public que l'on doit à tous les étudiants, mais aussi à tout enseignant et tout chercheur. Est-ce que ce double mode d'allocation est bon? Je considère qu'il est bon, je considère que c'est bien d'en avoir deux. Moi, ça ne me choque pas, mais on peut ne pas du tout être d'accord évidemment là-dessus. Moi, ça ne me choque pas que l'État, à un moment donné, dise voilà, moi, il faut former demain beaucoup plus dans les métiers du numérique, de la communication, vous disiez ça tout à l'heure, donc je vais financer des formations dans ces domaines-là, je vais mettre en compétition les établissements, ou alors la recherche, hydrogène vert, etc. Il faut mettre le paquet dessus. Pour accélérer, je mets un paquet d'argent sur ces thématiques, formation aux métiers de demain, recherche verte, etc., etc. Moi, ça ne me choque pas si on veut accélérer, aller vite et permettre à ceux qui sont prêts à aller vite et accélérer de le faire. Mais ça ne me choque pas si, par ailleurs, on assure tout autant l'argent qui sert à financer, non pas l'exceptionnel, non pas ceux qui est chic en ce moment, pour le dire comme ça, mais qu'on permet aussi à chacun et chacune qui étudie, chacune qui cherche et qui enseigne, d'exercer son métier, y compris d'étudiant, si j'ose dire, dans de très bonnes, au moins dans de bonnes conditions. Et je trouve que c'est ce volet-là, c'est pour ça, quand je dis il manque des financements, sincèrement, pour connaître les chiffres et voir comment on se dépatouille du truc, il n'en manque pas côté exceptionnel, si j'appelle ça comme ça, SGPI. Pour le tout venant, il n'y en a pas suffisamment. Et du coup, ça crée quoi? Alors, non pas qu'on ne se batte pas pour en avoir plus, voilà, on essaie d'avoir le plus possible. Mais du coup, ça crée quoi? Ça crée dans les établissements, c'est un chiffre que j'invente, 10-20%. La présidence plus 10-20% de la communauté, pas des étudiants, là je parle des personnels, qui comprend l'intérêt de l'enveloppe exceptionnelle, l'intérêt de répondre aux appels à projets, l'intérêt d'aller très vite. Les autres, ils s'en fichent. Et ils ont bien le droit de s'en ficher. Ils ne sont pas dans l'hydrogène vert, ils ne veulent pas former au métier de la communication et des métiers de 2030. Ils veulent juste faire leur job normalement. Voilà. Ils veulent juste faire réussir. Voilà. Eh bien, pour cela, à qui on parle
vraiment presque chinois quand on leur dit classement international, etc. Ils s'en fichent, ils comprennent, mais enfin, ils s'en fichent. Mais moi, mon but dans la vie, ce n'est pas que mon établissement soit classé dans Shanghai, ça m'est tout à fait égal. Mon but, c'est d'exercer pleinement mon métier, d'accompagner l'étudiant de première année, etc. C'est aussi noble. Donnez-nous les moyens aussi de cela. On en a donné avec la loi ORE, alors vous allez me dire pas assez, mais enfin, on en a donné. Et je trouve qu'il est là l'enjeu. Il est, pour moi, à titre personnel, de maintenir ces deux enveloppes, ces deux poches et ces deux modalités de distribution, mais de s'intéresser beaucoup à la poche service public et tout venant. Et quand je dis ça, quand je dis tout venant, ça n'a rien de condescendant. C'est au moins aussi important que l'hydrogène vert et les métiers de 2030. Donc, il faut gonfler cette enveloppe financement service public, pour moi. Et une fois qu'on a gonflé ça, on n'a pas réglé le problème. Parce que moi, même si j'avais 1000 en plus, se poseraient deux questions. Je serais content d'avoir 1000 en plus. Mais alors après, comment je les distribue? Est-ce que je fais 1000 divisé par le nombre d'universités? Comment j'évalue la manière dont cet argent quand même public a été utilisé? Quelles conséquences j'en tire de cette évaluation? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Voilà, pardon, je n'espère pas avoir été trop long, mais en réaction comme ça, sans avoir réfléchi, mais c'est, voilà, il faut plus d'argent pour le tout venant, mais on n'a pas tout réglé. C'est ensuite comment on distribue, comment on évalue, quelles conséquences on tire de l'évaluation. Merci beaucoup pour ces réactions. Je vois, Hugo, que vous avez une question. Je vais peut-être juste donner la parole à Madame Mousselan avant et ensuite on pourra ouvrir les débats avec la salle. Merci beaucoup. C'est difficile d'intervenir après Madame la députée et après Anne-Sophie Barthès parce que moi, je n'ai rien à vous proposer. Je n'ai pas de budget, je ne fais pas de politique. Donc, je vais peut-être plutôt d'abord réagir à ce que j'ai entendu et moi aussi vous féliciter pour la qualité des présentations. Sur 3 sujets majeurs, hein, vraiment très, très importants, et vous avez vraiment réussi à chaque fois à pointer les éléments les plus importants, me semble-t-il, sur les questions que vous avez abordées. De ce fait, moi, j'ai un petit peu envie de faire des liens entre différents sujets. Et je trouve vraiment très intéressant ce que vous avez dit sur les disparités géographiques, parce que c'est vrai qu'en général, on parle plutôt des inégalités sociales, surtout en France, où on ne peut pas parler tellement d'autres inégalités, on n'a pas le droit aux statistiques ethniques, etc. Donc, on parle tout le temps des inégalités sociales, alors que ça ne se recouvre pas toujours nécessairement. Mais du coup, rentrer par les disparités géographiques, ça permet quand même d'élargir le sujet. Et je trouve que cette question des disparités géographiques, il faudrait certainement la lier à la question de la privatisation. Alors, Anne-Sophie Barthès l'a très bien expliqué, on ne peut pas parler du privé comme étant quelque chose de monolithique, hein, ce n'est pas un seul bloc. Il y a le privé alors j'ai le terme en anglais qui me vient, non-for-profit, sans but lucratif, pardon, je n'arrivais plus à retrouver l'expression en français. Il y a le privé sans but lucratif, ce sont beaucoup des grandes écoles qui font partie de la CGE, qui sont reconnues, qui par ailleurs sont évaluées. Donc là, de ce côté-là, le problème de la qualité se pose beaucoup moins. Et puis, il y a effectivement, et c'est plutôt de ce côté-là, me semble-t-il, qu'on a une forte augmentation des effectifs au cours des dernières années, et c'est aussi un côté qu'on connaît très mal, y compris en recherche. La recherche est toujours en retard, hein. On regarde toujours les phénomènes après, donc voilà, donc on n'a pas d'éléments tellement dessus, mais c'est surtout là, me semble-t-il, que beaucoup de formations se développent et que très souvent, elles tendent à pallier des déficits de présence du supérieur sur les territoires. Et ce que j'ai vu se multiplier au cours des dernières années, alors encore une fois, ce n'est pas une recherche que j'ai faite, hein, vraiment, c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai pu constater, mais sans le faire de manière systématique, c'est qu'on a du développement du privé dans des villes qui n'ont pas d'enseignement universitaire. Alors, ça existe aussi dans les villes qui ont de l'enseignement universitaire, mais il y a des villes qui n'ont pas d'enseignement universitaire et qui se servent finalement du privé pour développer du supérieur sur leur territoire, et avec, je dirais aussi, la volonté du coup de garder leur population sur ces territoires. Hein, parce que le fait de pouvoir dire vos enfants, alors ceux qui peuvent se l'offrir, pourront aller dans ces formations-là, ils resteront près de chez vous, ils ne vont pas tout de suite partir à l'université ou dans je ne sais quelle école qui se situe plutôt à Paris ou à Lyon, ça a un côté attractif. Et je crois qu'on ne peut pas complètement dissocier la question des inégalités de territoire de la question de la privatisation.
Et de ce point de vue-là, alors là, je sors de ma casquette de chercheur et je fais plutôt des propositions. Il me semble que ce qui avait été fait dans les années 80-90 et qui s'appelait des antennes universitaires avait eu un rôle très vertueux de développement de l'enseignement supérieur sur des territoires peu touchés par l'enseignement supérieur, et cette fois-ci avec une offre publique. Des travaux à l'époque avaient montré d'ailleurs que souvent les taux de réussite des personnes venant de milieux défavorisés étaient bien plus élevés sur ces antennes universitaires, à la fois pendant les premières années, mais aussi une fois que, puisque ces antennes, elles concernaient en général le niveau licence, elles n'allaient pas au-delà, mais aussi quand ces personnes ensuite, au niveau du master, rejoignaient la métropole où se situait l'université mère. Donc, un véritable impact, je dirais, sur les inégalités sociales. Je pense vraiment que ça fait partie des points de réflexion. Est-ce qu'on doit continuer à laisser le privé s'installer là où il n'y a pas finalement beaucoup d'offres publiques? Et là, je parle de l'offre publique universitaire. Ça, c'était le premier point sur lequel je voulais intervenir. Le deuxième point, c'est sur la question du financement de l'enseignement supérieur. Et je trouve vraiment très intéressant ce qui a été montré par Élise Huillery, et j'ai oublié le nom de la deuxième personne, je suis désolée, qui a travaillé avec elle, sur le poids des aides fiscales. Et je trouve que quelque part, ça plaide plutôt en faveur de droits d'inscription qui sont proportionnels aux revenus des familles, justement pour essayer de rééquilibrer ce désavantage. Parce que ce qui n'a peut-être pas été dit, c'est que l'enseignement supérieur français, enfin, vous l'avez dit, mais peut-être pas de cette façon-là, continue à bénéficier individuellement aux catégories favorisées. Or, de mon point de vue, pouvoir introduire des droits d'inscription, alors pas à hauteur de ce que vous avez dit pour HEC, bien évidemment, ça permettrait justement de faire contribuer ceux qui bénéficient individuellement de l'éducation, parce que je pense que l'éducation, ça bénéficie à la société, et que ce bénéfice à la société, ça justifie pleinement un investissement public très élevé, mais on ne peut pas pour autant nier le fait que ça bénéficie aussi individuellement, et que ne pas vouloir traiter ou ne pas vouloir engager la discussion sur cette question-là, me semble-t-il, n'est pas très simple pour le développement de l'enseignement supérieur. Et puis, tout dernier point, avant de laisser la parole aux questions, je suis évidemment d'accord avec ce qu'a dit Anne-Sophie Barthez dans la toute dernière partie de son intervention, sur le fait qu'il est urgent de réfléchir à la manière de financer ce qui ne relève pas des financements du SGPI, et qui était essentiellement focalisé sur la recherche, et qu'un bon système d'enseignement supérieur, ce n'est pas un système d'enseignement supérieur dans lequel on a quelques établissements d'élite et puis d'autres établissements qui se débrouillent pour survivre. C'est un système d'enseignement supérieur qui offre une grande diversité de formations, et qui permettent au plus grand nombre d'accéder à ces formations, et à des formations de qualité. Et c'est vrai que la baisse des dépenses pour les étudiants en université au cours des dernières années, elle est quand même difficile à accepter et à supporter, et qu'on voit bien les effets que ça a. Alors, vous parliez à un moment donné d'une suppression de postes. Je ne pense pas, là je parle sous le contrôle de Anne-Sophie Barthez, je pense qu'il n'y a eu aucune suppression de postes dans l'enseignement supérieur. En revanche, on a une forte réduction du nombre supplémentaire de postes ouverts tous les ans. Et c'est ça qui, effectivement, a un effet à terme sur les conditions d'accueil, sur les conditions d'études. Voilà, je vais en rester là peut-être pour l'instant. Je suis sûre qu'il va y avoir des questions et qu'on pourra y répondre. En tous les cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais tout de suite donner la parole à Hugo, qui a déjà posé des questions sur les chats et qui voulait aussi intervenir. Merci beaucoup. Alors, je me joins aux félicitations, et puis je remercie les organisateurs et les organisatrices, parce que c'est très riche et en même temps très précis, je trouve, comme discussion. Ça permet de poser les choses sérieusement. Moi, quand même, ce que je retiens de l'introduction, c'est qu'en partie, il y a une contradiction entre les politiques d'excellence et les financements d'excellence et l'accès plus démocratique à l'enseignement supérieur. Ce n'est pas juste que ces deux objectifs parallèles ou orthogonaux, c'est des objectifs contradictoires, parce qu'ils vont où ces financements? Ils vont dans les établissements où on n'accède pas quand on est d'origine moins favorisée. Donc, de fait, ça aggrave les écarts.
Si on augmente les financements à Saclay, PSL, Sciences Po ou Dauphine, eh ben, on accroît l'écart avec Paris 13, Villetaneuse ou Aix-Saint-Denis ou avec les universités des dom-tom. Donc, on peut pas, enfin, je pense que c'est dangereux de ne pas tenir les différentes politiques d'enseignement supérieur et de recherche ensemble. Et l'autre truc sur lequel je voulais réagir, c'est sur disons, ce qui me semble être un décalage dans la discussion entre l'approche en termes de droit, le droit à l'éducation, et puis l'approche en termes de l'accès simplement par les moyens techniques que sont Parcoursup en particulier. Parce qu'on peut discuter subtilement des avantages et des inconvénients de Parcoursup, mais il ne présente pas du tout l'enseignement supérieur comme un droit. Ce n'est pas un dispositif d'inscription dans l'enseignement supérieur. Et aussi, du coup, ce n'est pas non plus une responsabilité du ministère ou des chefs d'établissement d'inscrire les étudiants qu'ils demanderaient. C'est une plateforme de mise en relation. Et puis, s'il y en a qui ne trouvent pas, il y a quelques recours, mais enfin, c'est des recours tardifs, compliqués, limités, alors que précédemment, on s'inscrivait dans l'immense majorité des cas dans la filière de son choix. Donc, et de ce point de vue-là, c'était davantage dans la logique de l'inscription, de l'exercice d'un droit, ce qui me paraît être l'apport intéressant de Right to Education Initiative et de la discussion d'aujourd'hui, qui est comment dire, ramène les choses dans une logique assez distincte de celle des réformes de l'enseignement supérieur des 10 dernières années, qui présente comme un espace concurrentiel et comme une plateforme d'adéquation. La plateforme Parcoursup est construite sur le modèle de celle des concours aux grandes écoles, il n'y a pas de surprise. Et donc, évidemment, c'est une autre logique, c'est un autre principe. Je ne suis pas du tout capable d'élaborer sur ça, parce que je pense que c'est des enjeux beaucoup plus de droit que d'économie ou de sociologie. Mais je suis preneur d'approfondissement dans cette direction-là. Voilà, c'est le sens de mon intervention. Merci. Ah si, peut-être un dernier élément que je voulais proposer quand même, c'est, voilà, pour faire le lien avec, c'était plus mon point précédent, pardon, c'est que les classes préparatoires, on ne leur demande pas d'être excellentes. On ne fait pas des financements en classes préparatoires sur des dispositifs de réussite, alors évidemment en recherche, mais même dans la capacité à obtenir des places dans les concours. On les finance pour qu'elles enseignent, Et dans les universités, on a commencé à flécher toute une partie du financement sur des choses concurrentielles. Je pense que ce n'est pas la logique, en tout cas pour l'enseignement supérieur. Merci pour cette intervention. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Madame Lebon. Oui, merci de me donner la parole. Alors, de me redonner la parole, je dirais. D'abord, lorsque j'ai porté la loi pour atténuer les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur générées par Parcoursup, j'ai eu 2 discours dans les différentes auditions que j'ai menées. Donc, on avait des intervenants qui nous disaient « Ah non, mais Parcoursup, c'est absolument pas une aide à l'orientation. C'est une plateforme d'information sur tout ce qui peut exister. » On avait aussi, donc, dans le même temps, d'autres personnes que j'ai auditionnées et qui m'ont dit « Ah non, mais Parcoursup va aider à l'orientation. Et c'est même le but de Parcoursup. » Alors, que les intervenants spécialistes de la plateforme ne s'accordent pas sur le but de cette plateforme m'a laissé un peu songeuse. Mais selon moi, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, qui est l'accès à l'orientation, qui est absolument primordial pour les étudiants. Aujourd'hui, selon un sondage du MESRI, publié le 30 septembre 2021, 30% des lycéens n'ont pas été accompagnés du tout durant le processus d'inscription sur Parcoursup, depuis la formulation jusqu'à la confirmation de leurs vœux. On peut trouver ça étonnant, mais quand on regarde le nombre de psy-EN par élève, cela prend tout son sens. Aujourd'hui, il y a un psy-EN pour 1500 élèves, ce qui ne permet pas une orientation efficace. Et finalement, on se dit que quand on a ces chiffres-là, on se dit mais c'est tout à fait normal que les élèves qui n'ont pas les codes
ne puissent pas réussir leur orientation correctement. Je crois que ce sont des chiffres qu'il faut que l'on garde en mémoire. Selon moi, il faut vraiment redonner les moyens à l'orientation. C'est ce qui va permettre une égalité des chances. Parce qu'aujourd'hui, on voit fleurir sur la place des entreprises de coaching privées. Mais qui peut s'offrir ces entreprises de coaching? Ce sont évidemment les familles les plus aisées. Et les familles modestes ne le peuvent pas. Et donc, les enfants se débrouillent un peu comme ils peuvent. Voilà. Je me permets de rebondir sur cette question-là parce qu'il y a un de nos étudiants qui ont travaillé avec nous cette année, Hicham Touli Idrissi, qui a donc accompagné les mouvements des sans-fac et qui va peut-être nous dire 2 mots sur son expérience et faire intervenir. Je vous donne la parole. Oui. Hicham. Oui, donc déjà, merci. J'ai pas eu l'occasion de parler avant. Merci pour tout ce qui a été dit avant. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de parler de Parcoursup. Et justement, moi, mon but dans ce travail avec Right to Education et la clinique de Sciences Po, ça a été de collecter des témoignages et d'avoir, grâce à nos recherches qu'on faisait, des chiffres, etc., pouvoir aussi avoir une approche qui soit individuelle et en fait collecter des témoignages d'étudiants qui soit n'ont pas eu accès à justement l'orientation, qui ont regretté leur choix une fois qu'ils étaient en éducation supérieure, qui ont eu des problèmes au niveau du financement, au niveau du logement, au niveau des bourses, etc. Et en fait, il y a eu une espèce de momentum qui s'est passé, c'est le mouvement des sans-fac qui s'est créé, dont je vais laisser Michael en parler plus longuement, mais je m'y suis rendu plusieurs fois, et ce que j'ai pu constater, c'est que c'était un groupe d'étudiants qui s'est organisé, et la seule chose dont ils avaient envie, en fait, c'est de pouvoir étudier, et qui donc s'oppose à plusieurs choses qui sont en train de se passer avec Parcoursup, notamment peut-être l'implication de Parcoursup en master, mais je vais laisser Michael en parler si tu veux maintenant, Michael Musto. Oui, déjà merci pour, donc je crois que c'est, si j'ai bien compris, 5 minutes. Merci déjà Hicham pour l'invitation et merci à Juliana également. Peut-être rebondir pour commencer sur les mots d'Anne-Sophie Barthez qui, dans son intervention, nous disait qu'à un moment donné, il faut forcer les choses. J'ai envie de dire que quelque part, à leur échelle, les sans-fac sont celles et ceux qui en fait, bousculent la situation en refusant en fait, de s'adapter à la situation. Ces sans-fac, ils viennent d'où? Ils viennent d'un processus de sélection sur Parcoursup, sur e-candidat, sur Campus France. Ils sont le fruit de la pénurie budgétaire des universités. Il y a un syndicat d'enseignants du supérieur qui s'appelle le SNESUP qui a chiffré à environ 2 milliards d'euros par an sur 10 ans, le montant qu'il faudrait pour faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants. À titre de comparaison, le nombre de milliardaires pendant la pandémie est passé de 95 à 109. Le plan de relance en juin 2020, il est de 470 milliards d'euros. C'est-à-dire que ce n'est rien du tout, c'est un choix politique en réalité qui est fait de sélectionner, de faire subir cette sélection à qui? Aux jeunes des quartiers populaires, aux jeunes précaires, aux jeunes issus de l'immigration. C'est ces personnes-là qui aujourd'hui sont sans fac. Et dans ce contexte-là, le choix qu'a fait le ministère, c'est par exemple pour le budget, c'est dans l'annexe du projet de loi de finances, pour le budget 2022, une baisse de 40 millions d'euros du budget, de près de 40 millions d'euros du budget alloué à la formation du master. Donc il y a une occupation qui maintenant dure depuis le 27 octobre, qui est due en fait à l'arrêt des négociations par la présidence, une présidence qui nous explique qu'en fait il n'y aurait pas les moyens en fait d'inscrire 21 étudiants et étudiantes qui pourtant a dépensé dans le même temps 500 000 euros en vigile privée contre les sans-fac. 500 000 euros en vigile privée, c'est l'équivalent de 60 places de licence en coût de formation. Une présence qui nous explique que notre mobilisation elle serait en fait minoritaire, alors que dans les élections étudiantes, on fait 56% au niveau de l'UNEF, qu'il y a une pétition qui a été signée maintenant par déjà 60 personnels pour demander à ce qu'il y ait des négociations. Et ce refus de négocier de la part de la présidence, il se manifeste comment? Par l'arrachage systématique des affiches de l'ensemble des forces progressistes, à contrario de celles de l'extrême droite, par un filtrage des militants de l'UNEF quand ils vont cibler, quand ils vont à leur partiel, par des interdictions d'accès en ce moment même au bâtiment de l'université,
par des comportements violents, sexistes, homophobes, racistes de la vigile privée. Je prendrai juste 2 exemples rapides. Un vigile qui a dit à une élue étudiante « tu es une meuf, tu restes à ta place ». La chef de la sécurité de l'université qui a dit à une étudiante voilée qu'elle était une petite fille, je cite, bien soumise. Tout ça avec un refus de condamner de la présence de l'université et avec un silence complice des syndicats de personnel, FSU et CGT FERCSUP localement qui soutiennent la présidence. Pourquoi la présidence, elle fait ça avec l'appui du ministère? Pour imposer une défaite politique, pour montrer en fait qu'il ne serait pas possible de défendre ses droits, pour se garder la possibilité en fait de sélectionner dans un contexte où le gouvernement en fait il cherche en fait à renforcer la sélection. En 2023, ce qui est prévu, c'est une réforme de la plateforme Trouver mon master pour la sélection à l'entrée du master 1 qui existe déjà. En gros, un Parcoursup pour les masters. Et ces jeunes, ces sans-fac sont précisément celles et ceux qui, je disais, Anne-Sophie Barthez, on disait à un moment, il faut bousculer les choses, forcer les choses. Ces sans-fac sont celles et ceux qui, justement, refusent d'être sélectionnés. Et oui, ça fait bousculer les choses. Cette mobilisation, elle a permis d'inscrire déjà un certain nombre d'étudiants. On est dans une situation là où, en fait, la présidence refuse toujours de négocier, mais on arrive à une situation qui va devenir un problème pour elle, puisque là, on est dans la phase d'étude des vœux de Parcoursup, dans la phase d'étude des vœux 10 candidats, et qu'en fait, dans pas longtemps, il va y avoir les nouveaux sans fac de l'année prochaine, et d'ici à quelques semaines, on va être contacté par tout un tas de personnes qui vont vouloir rejoindre la campagne actuelle. La balle, j'ai envie de dire, dans le camp de la présence, évidemment aussi du ministère, pour régler cette situation qui ne ferait en fait que retarder en cas de refus de négocier. Le problème au mois de septembre, c'est tout à fait possible d'inscrire en fait ces quelques sans-fac sur une université qui compte plus de 32 000 étudiants, à condition en fait d'avoir un choix politique qui est en fait la défense du droit d'étudier et non la défense de la sélection. Et je vais m'arrêter là pour mon intervention. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci pour ces témoignages qui évoquent donc des questions d'inégalité et des questions d'inégalité d'accès. Question qui touche aussi un autre sujet qui a été déjà évoqué tout à l'heure, la question de quotas en fait, de Parcoursup. Et il y a une question qui a été posée donc par Julien Gossa à ce sujet, la politique des quotas boursiers de mobilité, des quotas des filières du bac, est-elle une reprise en main par l'État des flux d'étudiants entre les secondaires et les différentes formations du supérieur? Et si oui, quel est son objectif? Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une orientation pour mieux connaître l'objectif de ces politiques des quotas? Est-ce que c'est une reprise en main par l'État des flux d'étudiants entre les secondaires et les différentes formations du supérieur? Dans quelle mesure aussi ces quotas peuvent être améliorés les inégalités d'accès? Quelqu'un voudrait rebondir? Pardon, donc peut-être suis-je concernée plus particulièrement, c'est nous qui fixons ces quotas. Donc la question, c'est bien celle de Julien Gossin que je lis là. Donc, est-ce une reprise en main par l'État des flux d'étudiants entre le secondaire et les différentes formations du supérieur? J'ai l'impression que la manière dont c'est tourné a l'air d'être ça a l'air de dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais cette politique de quotas, d'ailleurs tout le monde n'y est pas favorable, mais on a considéré que c'était une manière, là encore, de forcer les choses. Voilà, d'être à un moment donné dans les politiques publiques contraignants pour qu'il y ait davantage d'étudiants boursiers et davantage de mobilité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure qu'auparavant, c'est-à-dire qu'avant il n'y en avait quasiment pas, mais une mobilité qui est régulée pour que quand même chaque établissement puisse accueillir les lycéens ou les étudiants de licence de son territoire. Voilà, donc reprise en main, je ne sais pas, moi je trouve que c'est une manière d'orienter une politique publique à un moment donné où il faut un petit peu muscler les choses.
Et je voulais peut-être juste rebondir, puisque j'ai la parole une demi-seconde, sur ce qui a été dit sur Parcoursup tout à l'heure. Et c'était intéressant de vous entendre, la députée, sur, au fil de vos auditions, quelle est la définition que chacun donne de Parcoursup. En tout cas, ce que monsieur vous avez dit au départ, c'est que Parcoursup faisait le lien, mettait en lien un candidat et celle qui choisit. Et je suis évidemment d'accord avec ça, même si je ne pense pas que ce soit son seul atout, mais c'est vrai que ça fait d'abord ça. Ce n'est pas Parcoursup, c'est la grande différence avec APB. Hein. APB affecté, avec un algorithme décidé par l'État. Voilà, désormais, ça fait un lien avec des équipes qui affectent en fonction de critères qui sont propres à chaque équipe et sur lesquels il faut renforcer, je suis tout à fait d'accord, la transparence. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à APB, on affecte beaucoup plus avec Parcoursup que ne le faisait donc la plateforme précédente. Donc, vous disiez, c'est intéressant de le présenter comme ça, c'est-à-dire est-ce que Parcoursup, c'est l'outil du droit à l'éducation, enfin, du droit à l'enseignement supérieur, etc. Enfin, c'était pas ça, c'était pas tout à fait ça. Bon, j'ai cru que vous disiez ça. Si, non, c'était la réponse. Ah, ok. D'accord, vous dites non par rapport à ce que je vais dire. Mais en tout cas, les chiffres montrent en tout cas que ce droit se renforce. Je ne dis pas que c'est l'outil, hein, que ça garantit. D'ailleurs, ça ne garantit pas à tout prix, puisque vous le disiez tout à l'heure, Madame la députée, pour les bacheliers professionnels, il faut qu'on progresse encore davantage. Et c'est évident. Mais en tout cas, on affecte davantage. Le droit est plus important, en tout cas l'accès à l'enseignement supérieur est plus nombreux depuis Parcoursup. Alors, je pourrais après retrouver en tout cas, la source de ce que je vous dis, mais je l'ai vu la semaine dernière, donc je suis assez sûre de ça. Avec APB, il y avait 2 candidats sur 10 qui n'avaient pas d'affectation. Avec Parcoursup, c'est 1 sur 10. Vous dites non, d'accord. Bon, écoutez, Ok, bon, on pourra regarder les chiffres et je suis prête à me tromper, évidemment. Mais j'avais l'impression d'avoir lu ça la semaine dernière. Merci beaucoup pour cet échange. Nous avons une autre question encore sous le chat. Quelle est la grille des répartitions des dotations tout venant du ministère de l'Enseignement supérieur entre universités? Comment cette dotation elle est partagée entre GE et université, entre CPGE et université? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus à ces sujets pour nous porter un peu d'éclaircissement? Oui, bien sûr. Alors, je vois que dans le chat, il y a eu une allusion à San Remo, modèle Sympa 1, Sympa 2, etc., etc. Donc là, on a changé de modèle. Donc, grosso modo, tout établissement public qui relève de notre tutelle reçoit, ça c'est le point de départ, la même chose que ce qu'il avait reçu l'année précédente. Donc, il n'y a jamais, je rassure, il n'y a jamais de baisse. L'argent qui lui est attribué en plus, c'est de l'argent que l'on a eu notamment via la loi ORE ou via la LPR. On est pour, contre chacune des deux, mais en tout cas, il y a du financement supplémentaire. Et comment donc ce financement supplémentaire à ce qui a déjà été versé l'année précédente est distribué? Il est distribué au terme de ce qu'on appelle un dialogue stratégique et de gestion, qui est une nouveauté, c'est-à-dire que chaque année, via les rectorats d'abord, mais la DGCIP et la DGRI interviennent en dernière étape, il y a un dialogue qui se fait avec chaque opérateur, chaque université ou chaque école publique. Et ce dialogue permet d'allouer des financements de manière différenciée. Alors, il y a toujours des financements en plus, hein, mais de manière différenciée. Ça dépend de quoi? Ça dépend, grosso modo, ça dépend des projets qui nous mettent sous le nez, ça dépend des projets qui souhaitent que l'on soutienne. Et donc là, on regarde leurs projets, on vérifie qu'ils s'inscrivent bien dans leur contrat stratégique, etc. Et donc là, on finance des projets. Et puis, ça, c'est un premier gros volet d'allocation de moyens. Ensuite, deuxième gros volet, on finance des créations de places. Alors, sans doute pas suffisamment, etc., mais enfin, on a financé beaucoup de créations de places. Il faut voir à quel coût, etc. Je ne nie pas que moi-même, je préférerais qu'on les finance beaucoup plus. Mais en tout cas, on les a financés au moins en partie. Et troisième grosse enveloppe, on regarde la situation financière de l'établissement. Et notamment, lorsque le glissement vieillesse-technicité
crée des difficultés. Qu'est-ce que c'est que le glissement vieillesse-technicité? Le GVT, c'est grosso modo la masse salariale qui augmente. C'est-à-dire même à effectif constant, plus on avance en carrière, mieux on est payé. Et donc, il y a ce glissement-là qui fait qu'on ne recrute pas davantage, mais ça nous coûte de plus en plus cher. Et donc, ce glissement-là, lorsqu'il met je veux dire en péril, n'exagérons pas, enfin, lorsqu'il met en difficulté trop fortement l'établissement, et lorsque l'établissement ne pourrait régler ce glissement qu'en gelant des postes de manière exagérément importante, on aide financièrement ces établissements-là. Voilà, donc il y a grosso modo, enfin quand même, en vous disant ça, je vous réponds, c'est quand même ça à 80 ou 90%. Une enveloppe pour financer des projets, une enveloppe pour créer des places, une enveloppe pour aider les établissements qui sont en situation financière dégradée. Et donc, on a là une allocation de moyens, en plus de ce qui avait été versé l'année précédente, et qui est différente d'un établissement à l'autre. Madame Mouchelan, vous voudriez réagir? Non, pas sur cet aspect. Je pense que seul le ministère sait comment il alloue les moyens. Après, bon, moi, je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de plus global que ce type d'allocation, mais ça, c'est mon avis personnel. Non, je voulais revenir un petit peu sur, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de Parcoursup, mais rien n'a été dit sur les concours d'entrée, qui sont aussi, voilà, qui ne sont pas des instruments neutres, en fait, et du fait du principe français de l'attachement de la France à la notion d'égalité, je pense qu'on a souvent du mal à remettre en question le fait que les concours participent aussi de la sélection sociale. Alors, ça a été remis en cause, ça avait suscité pas mal de débats, évidemment, par Sciences Po avec la création des conventions d'éducation prioritaire qui ont leurs limites, leurs défauts, etc., mais qui avait quand même, ce que je trouvais moi extrêmement intéressant, ce que je trouve extrêmement intéressant encore aujourd'hui avec ces CEP, c'est le fait qu'on rompt avec l'idée que si on traite tout le monde avec le même concours, on va créer de l'égalité, ou bien qu'il suffit d'intervenir avant, et on voit bien à quel point c'est difficile d'intervenir avant pour que tout le monde ait la même égalité des chances. Donc je pense que là aussi, il y aurait certainement des choses à faire sur une réflexion beaucoup plus développée à mener sur les effets des concours et sur peut-être rompre avec ce concours républicain complètement identique pour tout le monde qui finalement participe, je pense, du renforcement des inégalités et je ne pense pas que ce soit la meilleure façon, en tous les cas, de lutter contre ces inégalités que de le laisser unique et identique pour tout le monde. Ça ne veut pas dire être moins sélectif, parce que moi, c'est quand même ce que je constate à Sciences Po en participant depuis longtemps à la sélection des candidats dans les CEP. On n'est pas moins sélectif avec ces candidats-là, on regarde d'autres compétences et on a une définition plus large de ce que sont les compétences qui sont de ce fait pas uniquement scolaires et culturelles, mais qui font référence à d'autres types de compétences. Et je pense que là, il y a vraiment une réflexion à mener de ce côté-là. Merci pour cette intervention qui revient sous les questions, encore une fois, des sélections qui a été aussi évoquée tout à l'heure par les représentants de l'UNEF. C'est important de faire des ponts et de laisser aussi la parole à ceux qui se sentent laissés pour compte. Donc, on remercie aussi de ces témoignages. Et je passe peut-être la parole à Madame la députée pour rebondir. Oui, moi, je souhaiterais rebondir sur les filières en tension et les ouvertures de places. Je pense qu'il faut vraiment harmoniser les ouvertures avec les filières en tension, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et puis, il faut ouvrir massivement, vous êtes d'accord avec moi, je crois, à ce sujet, Madame Barthez, il faut ouvrir massivement des STS et des IUT, et il faut aussi harmoniser leur présence sur tout le territoire. Alors, à Paris, il n'y a qu'un seul IUT. Et je pense que c'est fort dommage et que nous pouvons progresser grandement là-dessus. Donc, je crois que nous savons où nous pouvons encore progresser. Évidemment, je ne dis pas que tout Parcoursup est à jeter. Je dis simplement que cette plateforme n'est pas parfaite, ça c'est sûr.
et que nous pouvons encore l'améliorer. Et vraiment, là, je fais un petit aparté, mais je regrette que le gouvernement n'ait pas été du tout réceptif à cela lorsque nous avons porté la loi dans l'hémicycle en décembre 2021. Avant de lancer d'autres questions, je voulais ouvrir la parole à l'audience, les étudiants aussi qui ont présenté, si vous avez des questions que vous voulez poser directement. La parole est libre s'il y en a qui veulent réagir. Je vais me lancer alors sur un sujet qui a été évoqué brièvement dans la présentation, mais que nous n'avons pas eu l'occasion encore d'aborder lors de cette discussion. C'est la question de compagnies de EdTech avec la question de le Covid. Il a très bien montré et fait développer donc les distanciels pour l'enseignement supérieur. Comment voyez-vous à vos différentes échelles et à vos différents niveaux de responsabilité l'avancée de ces organisations? On avait discuté, on a fait la différence tout à l'heure entre l'enseignement privé qui n'est pas à but lucratif, l'enseignement privé à but lucratif. Quid de ces compagnies-là de EdTech qui progressent? Est-ce qu'il y a une régulation, une volonté de les réguler? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des plateformes ouvertes qui soient accessibles à tous? Donc, une question que je lance pour les débats. Je ne sais pas si en tout cas, je peux me lancer. Donc, votre question elle est sur les EdTech, hein, en partie. Oui, effectivement, oui. Non. Alors, depuis 5 ans, je suis dans ce ministère. Peu importe la fonction que j'ai occupée, j'ai toujours été en charge de la formation. Je crois que les EdTech m'ont demandé rendez-vous. Je pensais 0 fois, j'ai re-regardé, j'ai redemandé, peut-être 1 fois ou 2 en 5 ans. Ça dit vraiment quelque chose, ça. C'est-à-dire que les EdTech, on n'a aucun intérêt pour eux. Ils ne cherchent pas du tout à se faire reconnaître par nous. Ils ne cherchent pas du tout à ce que l'État labellise les formations qu'ils dispensent. Les établissements privés, j'en vois toute la journée pour des établissements privés en dur, hein, parce qu'ils ont un diplôme formidable, parce qu'ils ont une stratégie qu'ils veulent nous présenter, parce que ça. Les EdTech, jamais. Ce qu'il dit, encore une fois, ce qui dit quelque chose. Mais alors, je dis ça des EdTech, mais est-ce que moi, en 5 ans, j'ai demandé un rendez-vous à une EdTech? Jamais. Ce qui est incroyable. Donc, voilà, ce qui est quand même incroyable. Donc, ça y est, on se saisit du sujet. J'ai une équipe chez moi qui se saisit du sujet. Vous me direz, il était temps, on ne peut pas tout faire, pour le mettre en haut de pile et pour savoir ce que l'on veut faire. Le réguler, en tout cas, moi, je voudrais qu'on arrive à quelque chose qui nous permette, nous, de dire, comme pour les établissements privés en dur, c'est-à-dire où est la qualité je n'aime pas dire où il n'y en a-t-il pas, mais en tout cas une qualité peut-être autre, mais pas celle reconnue par l'État. Donc, je ne sais pas s'il faut réguler. En tout cas, eux, ils ne souhaitent pas du tout l'être. Ils ne souhaitent pas être labellisés, mais je trouve ça étonnant. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe dans l'histoire quand même, parce que je me dis, moi, je serai à la tête d'une EdTech. Bon, j'aimerais bien quand même avoir un petit label État pour montrer que je suis EdTech, donc agile. Enfin, vous voyez ce qu'on peut raconter quand on est EdTech. On libère les initiatives, mais on a aussi une qualité qui est reconnue par l'État. Et ce n'est pas encore le cas. Merci pour ces retours. Il me semble, si je ne me trompe pas, que les liens sont de plus en plus étroits entre ces entreprises-là et la Direction nationale du numérique pour l'éducation, la DNE. Donc, peut-être c'est à ces sujets-là. Vous avez raison. Côté éducation nationale, c'est déjà le cas, mais pas chez nous. Vous avez tout à fait raison. Et c'est qu'il y aurait éventuellement aussi des rebondissements dans le supérieur. Je vais donner la parole à Hugo avant de clôturer donc notre séance, même si on aimerait bien pouvoir continuer à discuter et à échanger d'ici toute l'après-midi, hein, parce que les débats, il est intéressant. Hugo? Non, mais moi, je ne veux pas du tout conclure. Hein. Non, moi, je m'inquiétais d'un sujet qu'on a très, très vite survolé au tout début, hein, qui est
le fait qu'à côté du privé à but lucratif ou à but non lucratif, il y a aussi une augmentation très significative des frais d'inscription dans une large part du public, que ce soit des établissements entiers ou plus souvent des parties d'établissements. Et donc, on peut avoir des effets de barrière d'accès économique à l'enseignement supérieur public aussi, quoi. Donc ça, il faut être un peu vigilant et enfin, le tenir dans la discussion. Et rebondir sur cette idée de faire participer les publics étudiants ou leurs familles au financement de l'enseignement supérieur parce qu'il y aurait des retours individuels. La meilleure façon de faire ça, sans aucun doute, ça a été démontré par Xavier Timbaud et Guillaume Allègre de l'OFCE, c'est l'impôt sur le revenu. C'est là où c'est le plus progressif, même si l'impôt sur le revenu pourrait être plus progressif, en augmentant les impôts, c'est-à-dire par la gratuité de l'éducation, on fait participer en fonction des moyens, alors qu'en augmentant les frais d'inscription, y compris avec des modalités progressives, etc., on ne peut pas être aussi financé aussi largement et être aussi égalitaire. Merci Hugo, très bon rappel de questions que nous n'avons pas eu le temps effectivement d'approfondir aujourd'hui dans les discussions. Peut-être Chrissy Musselan, vous voulez dire quelques mots très rapidement parce qu'on arrive à la fin. Oui, et je remercie, donc je vois monsieur de la Fondation Anthony Mangani qui veut nous dire au revoir et qui est parti. C'est bon. Non. Juste vous êtes toujours là. D'accord. Je vais vraiment être très, très brève, mais je pense que évidemment, c'est l'impôt sur le revenu qui est la meilleure solution, à condition que l'argent qu'on collecte sur l'impôt sur le revenu aille à l'enseignement supérieur. Or là, on a quand même beaucoup moins de contrôle que quand c'est des établissements, mais c'est une très vaste question. En tous les cas, moi, je pense que demander aux familles de contribuer, mais avec un système évidemment où les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus ne payent pas, ça me paraît plus juste que les emprunts garantis, etc., qui ne font qu'accroître les inégalités à terme, en fait. Voilà, j'arrête là, mais la discussion nécessiterait, le sujet nécessiterait une séance entière. Sans doute. Merci. Oui, monsieur, je vous donne la parole. On vous écoute. Très brièvement, au nom de la Fondation Anthony Mangani, nous aimerions vous dire que nous ne regrettons pas d'avoir assisté justement à cette table ronde, car nous sommes carrément dans une réflexion éthique qui permet de faire progresser les consciences d'une société démocratique, mais surtout qui s'espère juste, équitable et responsable. Et donc, la nécessité d'avoir une information éclairée et transparente. Merci. Exactement. Merci à toutes et à tous. Je voudrais dire aux étudiants aussi qu'ils n'hésitent pas à garder le contact avec la Fondation, car ils peuvent aussi continuer à être aidés pour des actions. Merci beaucoup de votre présence. C'est une très belle manière de clôturer donc cette discussion, être éclairé pour pouvoir mieux faire ses choix et pouvoir continuer et poursuivre ces dialogues, peut-être dans d'autres enceintes et des manières de plus en plus étroites. Je pense que c'est un peu le schéma à venir. Je pense que ça a été assez productif et très enrichissante de pouvoir mettre en dialogue ces différentes voix et de pouvoir écouter un peu ce qu'ont dit les étudiants qui sont les premières aussi concernés par les droits à l'enseignement supérieur, les droits à l'éducation. Et je vous remercie donc à toutes et à tous par votre présence très chaleureusement. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.